Antoine Delacroix n'avait jamais imaginé qu'un trou dans un tissu pourrait changer le cours de sa vie. Pourtant, ce mardi matin-là, tenant entre ses mains un costume Brioni déchiré à l'épaule, il se retrouvait dans un atelier de couture du Faubourg Saint-Denis à recevoir une leçon d'une femme qu'il ne connaissait pas et à ne pas pouvoir détacher les yeux d'elle. 43 ans, fondateur d'un empire immobilier qui brassait 24 millions d'euros par an, et il avait 11 jours pour résoudre un problème que l'argent, étrangement, ne semblait pas pouvoir acheter. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire. Et voici notre histoire. La Delacroix Immobilier occupait 3 étages d'un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement, avec des fenêtres qui donnaient sur les toits de Paris et des salles de réunion où l'on parlait de millions comme d'autres parlent de centimes. Antoine y régnait depuis 15 ans avec la précision d'une horloge suisse et la froideur d'un contrat bien rédigé. 285 employés, des projets dans 7 villes françaises. Un casier de vin de Bourgogne dans son bureau que personne d'autre ne touchait. Sa vie ressemblait à ce qu'on s'imaginait quand on pensait au succès, sauf de l'intérieur, où tout sonnait légèrement creux, comme un appartement de luxe qu'on aurait meublé sans jamais vraiment y habiter. Le divorce d'avec Claire avait été prononcé 3 ans plus tôt, après 7 ans de mariage qui s'était progressivement transformé en cohabitation polie entre 2 personnes trop occupées pour se regarder vraiment. Leur fils Théo, 10 ans, vivait principalement chez sa mère à Lyon, et Antoine le voyait les week-ends quand les agendas coïncidaient, ce qui, il le savait, n'était pas suffisant, même si personne ne le disait en ces termes. Il ne manquait pas d'argent. Il manquait de quelque chose qu'il n'avait pas encore réussi à nommer avec précision. Le sommet d'affaires italo-français était le genre d'événement qu'Antoine ne ratait jamais. 3 jours au Lutetia, dans le 6e arrondissement, 140 investisseurs, les meilleures opportunités de captation de fonds du secteur immobilier national. Il avait signé 4 contrats majeurs lors des 2 éditions précédentes. Mais cette année, un détail administratif s'était transformé en obstacle inattendu. La tradition des partenaires italiens voulait que les participants se présentent accompagnés. Pas une obligation légale. Une convention tacite, un signal de stabilité que les investisseurs de Lombardie et de Venise lisaient dans la façon dont un homme arrivait à la table. Seul signifiait autre chose. Seul disait quelque chose sur le caractère. Il avait appelé Claire un mardi. Elle avait répondu non, avec une courtoisie qui ne laissait aucune place à la négociation. Sa directrice de cabinet, Isabelle, était mariée, et sa présence aurait créé une ambiguïté dont aucun des deux n'avait besoin. Il avait pensé à plusieurs femmes de son réseau, avait imaginé les conversations obligatoires, les regards calculateurs, les attentes non formulées qui finissaient toujours par coûter plus cher que l'événement lui-même. Et il avait reposé son téléphone sur le bureau en réalisant qu'en 43 ans de vie, il ne trouvait personne à appeler sans arrière-pensée. C'est son assistant Julien qui avait eu l'idée du tailleur. Pas par génie stratégique. Julien avait mentionné l'atelier parce que le costume d'Antoine avait besoin d'être ajusté avant l'événement. Un détail pratique. Antoine avait décroché le Brioni du portant, remarqué l'accroc à l'épaule droite et s'était retrouvé ce mardi matin dans la rue du Faubourg Saint-Denis devant une porte peinte en vert sombre, avec une plaque en laiton poli. Atelier barbier. Retouche and confection sur mesure. La cloche au-dessus de la porte tinta quand il entra. L'intérieur était plus petit qu'il ne l'aurait imaginé, mais ordonné avec une logique qui lui était propre. Des rouleaux de tissu rangés par couleur sur des étagères en bois, une table de coupe au centre couverte d'une toile grise, 2 machines à coudre le long du mur et une lumière naturelle qui entrait par une fenêtre côté cour. L'odeur était celle du tissu chaud et de la craie de couturière. Rien d'ostentatoire, tout d'efficace. Camille Barbier était debout derrière la table, une épingle entre les lèvres et une veste d'homme entre les mains, quand elle leva les yeux vers lui. 32 ans.
Des cheveux châtains ramenés en chignon bas, avec la désinvolture de quelqu'un qui s'en occupait en 30 secondes le matin, des yeux d'un brun légèrement ambré qui le regardèrent avec la même attention qu'elle portait à la veste. C'est-à-dire une attention professionnelle, ni impressionnée ni indifférente. Elle retira l'épingle de sa bouche. « Je vous écoute », dit-elle simplement. Antoine posa le costume sur le comptoir. « Il y a une déchirure à l'épaule. J'en ai besoin dans 10 jours. » Elle s'approcha, prit le veston, l'examina à la lumière de la fenêtre avec des gestes précis, doigts longeant la couture, œil proche du tissu. Puis elle leva les yeux vers lui avec une franchise qui n'était pas de l'insolence mais quelque chose de plus déconcertant, de la simplicité directe. « Ce n'est pas le tissu qui a cédé, » dit-elle. « C'est la couture d'épaule. Vous portez beaucoup de tension là. » Elle désigna son épaule droite. Un terneau bon marché aurait résisté davantage parce que la couture est plus large. Celui-ci est taillé serré, ce qui est très bien. Mais ça signifie que vous ne pouvez pas vous permettre de crisper les épaules comme vous le faites. Antoine la regarda un moment. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui explique ses défauts corporels à 9 heures du matin. Je crispais les épaules. Vous les crispez encore en ce moment, dit-elle, avec le même ton neutre. Ce sera réparé pour vendredi. Vous pouvez laisser un numéro. Il laissa le numéro. Il sortit. Sur le trottoir humide de novembre, dans l'air froid du 10e arrondissement qui sentait le café des brasseries qui ouvraient, il s'aperçut qu'il avait les épaules détendues et qu'il ne savait pas exactement depuis combien de temps ça ne lui était pas arrivé. Il revint 2 jours plus tard, pas pour le costume, qui n'était pas encore prêt, mais avec une idée qu'il avait tournée et retournée pendant 48 heures sans réussir à la trouver absurde. Il s'assit dans la petite chaise réservée aux clients pendant que Camille travaillait, et il lui exposa la situation avec la même précision qu'il utilisait en réunion de conseil. L'événement, la tradition, les investisseurs italiens, l'absence de partenaires, les 11 jours, les 5 000 euros. Camille continua à coudre pendant qu'il parlait. Elle n'accéléra pas, n'interrompit pas. Quand il eut terminé, elle posa la veste, croisa les mains sur la table et dit « non ». Non directement ou non après réflexion. Non tout court. Elle reprit la veste. « Je ne suis pas ce que vous cherchez ». Antoine ne discuta pas. Il remercia, prit son costume sous le bras et sortit. Sur le trottoir, il comprit 2 choses simultanément. D'abord, que le refus ne l'avait pas surpris. Ensuite, qu'il allait revenir. Il revint le surlendemain, pas avec un argument différent, mais avec une information supplémentaire. Il avait demandé à Julien des renseignements sur l'atelier. Discret, rien d'invasif, et Julien avait trouvé ce que les gens laissent traîner quand ils ne savent pas qu'on regarde. Une collecte de fonds abandonnée sur une plateforme en ligne, quelques mois ancienne, titrée sobrement « Aide pour l'opération de ma mère ». Elle avait collecté 830 € sur 14 000 demandés avant d'être fermée. Antoine ne mentionna pas la collecte. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il avait cherché. Il dit simplement « La proposition est toujours valable. 5 000 € pour une soirée. Aucune obligation après. Aucune attente que vous ne soyez pas vous-même. » Il hésita une fraction de seconde, ce qui n'était pas dans son habitude. « Et si vous avez besoin que quelque chose d'autre soit intégré dans l'accord, quelque chose de précis, un besoin concret, on peut en parler. » Camille posa ses ciseaux. Elle le regarda d'une façon qui lui donna l'impression d'être lue à travers une vitre, chaque couche visible. Le silence dans l'atelier était peuplé du bruit lointain de la rue, d'une machine à coudre dans l'arrière-salle que quelqu'un d'autre faisait tourner, du tic-tac d'une horloge murale. « Donnez-moi jusqu'à demain », dit-elle finalement. Il hocha la tête et sortit. Cette nuit-là, dans son appartement du 7e arrondissement au plafond haut et au mur blanc, Antoine s'aperçut qu'il attendait la réponse avec une tension qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas l'impatience d'un homme d'affaires attendant une signature, mais quelque chose de moins contrôlé, quelque chose qui ressemblait de façon inconfortable à de l'espoir. Le lendemain matin, à 8h40, son téléphone vibra. Un message de numéro inconnu. « D'accord, mais les termes sont les miens aussi. On en parle ce soir. Camille Barbier. » Ils se retrouvèrent ce soir-là dans une brasserie de la rue du Faubourg Saint-Denis, à 2 pas de l'atelier,
Un endroit que Camille avait choisi, ce qui n'avait pas échappé à Antoine. Pas un restaurant gastronomique du 8e, pas un bar d'hôtel feutré. Une brasserie ordinaire avec des tables en formica, des serveuses qui s'appelaient par leur prénom, et un menu ardoise où le plat du jour coûtait 13,50 €. Antoine arriva en costume. Il se sentit légèrement surdimensionné pour le décor, ce qui était une sensation inhabituellement désagréable. Camille était déjà là, installée face à la fenêtre, un verre d'eau devant elle. Elle portait un pull bordeaux et une veste en velours côtelé, les cheveux lâchés pour une fois, et elle regardait la rue avec cette façon qu'elle avait de sembler complètement présente dans ce qu'elle faisait. Même si ce qu'elle faisait n'était que regarder passer les gens. Elle leva les yeux quand il s'approcha, sans sourire excessif, sans la légère agitation que la plupart des gens manifestaient quand Antoine Delacroix entrait dans une pièce. « Asseyez-vous », dit-elle, comme si c'était son restaurant à elle. Il s'assit. La serveuse vint, Antoine commanda un café, Camille une soupe à l'oignon. Il y eut un silence bref, pas inconfortable. Puis Camille sortit une feuille pliée en 4 de sa veste et la posa sur la table. « J'ai écrit ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, » dit-elle. « Comme ça, on ne se comprend pas de travers. » Antoine déplia la feuille. L'écriture était serrée, précise, sans fioriture. Il lut « Ce que j'accepte. Être présente lors du sommet italo-français au Lutetia, me présenter comme votre accompagnatrice, porter une tenue appropriée à l'événement, me comporter avec courtoisie envers les invités. Ce que je n'accepte pas, qu'on me dise comment me comporter au-delà de la politesse ordinaire, qu'on me demande de prétendre être amoureuse ou de jouer un rôle émotionnel, qu'on prenne des décisions sur mon apparence sans me consulter, qu'on me traite comme une employée de service. Conditions financières, 3 000 € à la signature, 2 000 € le soir de l'événement. Si l'une des conditions ci-dessus est violée, le contrat est nul et les 3 000 € ne sont pas remboursables. Antoine replia la feuille et la lui rendit. La consultante en étiquette que j'avais prévue n'est pas nécessaire, dit Camille, sans le laisser finir. Je sais me tenir dans une pièce. Ce que je ne sais pas et ce que je ne ferai pas, c'est imiter quelqu'un d'autre. Je ne vous demandais pas d'imiter qui que ce soit. Vous m'avez proposé une préparation complète, dit-elle, avec des guillemets légers dans la voix. C'est une autre façon de dire qu'on va me polir jusqu'à ce que je ressemble à ce que vous imaginez. Antoine la regarda un moment. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, directe sans être agressive, ferme sans être rigide, qui lui rappelait les meilleurs négociateurs qu'il avait rencontrés. Sauf qu'eux savaient qu'il négociait. Elle disait simplement ce qu'elle pensait. « D'accord, dit-il. La consultante en étiquette disparaît. Pour le reste, coiffeur, styliste, c'est pour que vous soyez à l'aise dans cet environnement, pas pour vous transformer. Je prendrai les décisions finales sur ce que je porte. Vous les prendrez. » Elle hocha la tête. La soupe à l'oignon arriva, fumante, avec le gratin de fromage qui débordait légèrement sur le bord du bol. Camille la mangea sans façon, soufflant sur chaque cuillerée, et Antoine se surprit à regarder, pas avec voyeurisme, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Il ne mangeait plus vraiment depuis des mois. Il avalait. « Pourquoi vous n'avez personne ?» demanda-t-elle sans lever les yeux du bol. La question était directe à un point qui l'aurait irrité venant de n'importe qui d'autre. Il prit une gorgée de café. « Je travaille beaucoup. Tout le monde travaille beaucoup. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas une réponse. » Il posa sa tasse. « Je n'ai pas réussi à accorder la même attention aux gens qu'aux projets. » Camille réfléchit à ça en avalant une gorgée de bouillon. « C'est plus honnête, » dit-elle, et elle retourna à sa soupe. Ils signèrent les termes ce soir-là. Elle avait apporté 2 exemplaires, ce qui fit sourire Antoine intérieurement, parce qu'il était le seul, d'habitude, à arriver avec 2 exemplaires de tout. Il signa avec son stylo à lui. Elle signa avec un stylo à billes ordinaire qu'elle sortit de la poche de sa veste. Les 8 jours de préparation commencèrent le lundi suivant. Antoine avait organisé les rendez-vous avec un styliste de la rue du Bac et une coiffeuse de Saint-Germain-des-Prés. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de se retrouver à passer du temps dans l'atelier de Camille pendant que ses préparations avançaient, d'abord avec le prétexte valide de valider les choix vestimentaires, ensuite avec des prétextes progressivement moins solides,
jusqu'à ne plus avoir de prétexte du tout et simplement y être. La première session chez le styliste se passa mieux qu'il ne l'avait craint. Camille écouta les suggestions, en accepta certaines, en rejeta d'autres avec des arguments concrets. « Cette robe est belle, mais je ne peux pas travailler dans un tissu qui colle, » dit-elle, en touchant la soie d'un fourreau noir. Le styliste, Étienne, qui avait habillé des actrices de cinéma et dont le regard initial sur Camille avait contenu une évaluation rapide et légèrement condescendante, s'arrêta. Travailler, me déplacer librement, serrer des mains, tenir un verre sans que ça tire dans le buste. Elle rendit la robe à Étienne avec une politesse absolue. Ce n'est pas un défilé. Antoine observait depuis la petite banquette en velours du fond de la boutique et il ressentit quelque chose qu'il mit un moment à identifier, de la fierté. Ce n'était pas la sienne à revendiquer, mais elle était là quand même. Elle choisit finalement une robe en crêpe bleu nuit, col bateau, coupe droite, qui tombait aux genoux avec une élégance sobre. Pas spectaculaire, précise, comme tout ce qu'elle faisait. Elle examina les escarpins proposés, en écarta la moitié parce qu'il l'aurait forcée à marcher autrement qu'elle marchait, et garda une paire à talons bas en cuir bleu nuit assortie à la robe. « Je dois pouvoir rester debout 3 heures sans grimacer », expliqua-t-elle. Étienne, à ce stade, prenait des notes. Le soir de ce même jour, ils mangèrent des sandwichs dans l'atelier de Camille, parce que la séance avait duré jusqu'à 19 heures passées, et qu'Antoine avait faim pour la première fois depuis des semaines. Elle avait sorti 2 baguettes d'un sac en papier et du fromage emballé dans du papier ciré, comté vieux, dont l'odeur forte et chaleureuse emplit l'espace entre les rouleaux de tissu et les machines à coudre. Ils mangèrent debout au bord de la table de coupe, dans la lumière jaunâtre du plafonnier, et Antoine raconta sans vraiment s'en apercevoir que Théo n'avait pas voulu lui parler au téléphone le week-end précédent, qu'il avait passé l'appel à sa mère, qu'il avait passé à la grand-mère, et qu'Antoine avait raccroché en parlant avec la grand-mère pendant 20 minutes d'un match de football que Théo avait regardé et qu'Antoine n'avait pas vu. Camille mordit dans son sandwich. « Il a quel âge, votre fils ? » « 10 ans. Il est en colère contre vous ? » ?»« Probablement. »« C'est normal, à 10 ans. » Elle réfléchit. « Ce n'est pas pour toujours, mais ça veut dire quelque chose quand même. Je sais ce que ça veut dire. » Elle ne dit pas qu'il s'en sortirait. Elle ne dit pas que ça irait mieux. Elle dit « C'est difficile, ça, de savoir que vous avez déçu quelqu'un que vous aimez et de ne pas pouvoir revenir en arrière pour le défaire. » Antoine posa son sandwich. La lumière jaunâtre de l'atelier éclairait le profil de Camille, qui regardait le tissu sur la table sans vraiment le voir. Dans la rue, un scooter passa en pétaradant, puis le silence revint, épais et presque doux. « Vous parlez d'expérience » demanda-t-il. « Mon père » dit-elle simplement. Elle ne continua pas, et il ne demanda pas. Ils finirent leur sandwich. Le comté était fort et un peu sec, la baguette craquait, et le café qu'elle avait préparé dans une petite cafetière italienne sur le coin du bureau était trop serré et trop chaud. Et Antoine le but jusqu'au fond de la tasse sans s'en apercevoir. 3 ans qu'il ne buvait que de l'espresso préparé par une machine à 2000 € dans son bureau. Ce café-là était meilleur. Il n'aurait pas su expliquer pourquoi. Les jours suivants se dessinèrent avec une régularité que ni l'un ni l'autre n'avait planifiée. Antoine trouvait des raisons de passer par l'atelier. Une décision à valider pour la coiffure, un détail à confirmer avec le styliste, un document à lui faire signer. Camille ne l'invitait pas, elle ne le renvoyait pas non plus. Elle travaillait, et quand il arrivait, elle levait les yeux le temps de le saluer, puis continuait. Il s'asseyait dans la petite chaise des clients. Parfois, il parlait. Parfois, non. Le 3e déjeuner ensemble eut lieu dans la boulangerie au coin de la rue, une table minuscule avec une toile cirée à carreaux rouges et blancs, 2 quiches Lorraine et 2 cafés au lait. Dehors, Paris en novembre était gris et mouillé, les reflets des réverbères se déformant dans les flaques sur le bitume. Camille avait parlé d'une cliente habituée, une dame de 70 ans qui apportait les robes de sa défunte mère pour les faire ajuster en blouse parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à jeter les tissus.
Elle ne veut jamais qu'on coupe plus que nécessaire, dit Camille. Elle vérifie chaque centimètre, comme si le tissu se souvenait de quelque chose. Antoine tint sa tasse à deux mains. Et vous le croyez? Je crois que les gens ont besoin de croire ça, dit-elle. C'est suffisant pour que ce soit vrai d'une certaine façon. Il la regarda. Dehors, un bus passa, en voyant une gerbe d'eau sur le trottoir. Une femme avec un parapluie jura à voix basse. La quiche était chaude et le feuilleté craquait légèrement sous la fourchette. « Vous n'avez jamais voulu quitter l'atelier ?» demanda-t-il. « Faire autre chose. Pourquoi je quitterais quelque chose que je fais bien ?» Elle n'y mettait pas de défi. C'était une vraie question retournée vers lui. Antoine n'eut pas de réponse immédiate, et il réalisa, avec un inconfort discret, que lui-même il n'avait pas répondu à cette question depuis des années. Il continuait parce que la machine continuait, parce que les contrats se signaient, parce que s'arrêter était une forme d'échec qu'il n'avait pas les outils pour tolérer. Pas parce qu'il aimait encore ce qu'il faisait avec la même intensité qu'au début. La boulangère déposa 2 pains au chocolat sur la table sans qu'ils en aient commandé. « Offers », dit-elle avec le ton de quelqu'un qui connaît bien Camille. Camille la remercia par son prénom, Fatima, et lui demanda comment allait sa fille. Elles échangèrent 4 phrases sur l'école et les angines de novembre, et Antoine observa ça. Cette facilité naturelle à être dans le monde, à connaître les gens, à leur accorder une attention réelle et brève mais sincère, avec le sentiment net que c'était quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, ou peut-être jamais vraiment eu. Il mangea le pain au chocolat. Le chocolat était fondant, presque amer, et la pâte feuilletée tiède laissait des miettes sur la toile cirée. Quand il releva les yeux, Camille le regardait avec une expression qu'il ne sut pas lire immédiatement. Pas de la curiosité, pas de la tendresse, quelque chose de plus sobre et de plus attentif. « Votre mère, » dit-il doucement. « La chirurgie. C'est urgent ?» Elle ne parut pas surprise qu'il soit au courant. Elle prit un instant avant de répondre. « Le médecin dit que chaque mois d'attente aggrave la compression. Elle a mal tous les jours. Elle ne me le dit pas, mais je l'entends se lever la nuit. Je suis désolé. C'est la vie, dit-elle. Non pas avec résignation, mais avec la lucidité de quelqu'un qui a regardé les choses en face depuis longtemps et choisi de continuer malgré tout. Il ne proposa rien ce jour-là. Il paya les cafés et les quiches. Elle protesta brièvement. Il dit que c'était lui qui avait suggéré de déjeuner, ce qui était faux, mais suffisamment plausible pour qu'elle accepte sans insister. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'atelier sous un ciel bas et blanc. À la porte, elle sortit sa clé. Il dit au revoir. Elle dit à bientôt. Pas demain, pas ce soir, à bientôt. Et ce flottement temporel, si anodin dans sa bouche, resta avec lui tout le trajet de retour vers le 8e. La coiffeuse s'appelait Nadia et travaillait dans un salon discret de la rue de Bussy, dans le 6e arrondissement, avec des murs couleur sable et une odeur de kératine et de café mêlé. C'était le 6e jour de préparation. Camille s'assit dans le fauteuil avec la même posture qu'elle avait partout, droite, détendue, sans la légère crispation que la plupart des femmes adoptaient face à un miroir de salon. Nadia tourna autour d'elle en observant la chevelure châtaine avec des yeux professionnels. « Vous voulez quoi exactement ?» demanda Nadia. Camille réfléchit. « Que ça reste, moi, juste une version du soir. » Nadia sourit, un sourire de quelqu'un qui entend souvent le contraire. Antoine était assis dans la zone d'attente, un café en main, feuilletant un magazine sans le lire. Il observait le reflet de Camille dans le miroir. Elle examinait chaque suggestion de Nadia avec cette attention particulière qu'elle portait à tout, cette façon de tourner les choses dans tous les sens avant de donner son accord, pas par indécision, mais par précision. Elle refusa les extensions, refusa le brushing laqué, accepta un demi-chignon souple avec quelques mèches libres. Simple, net, exactement elle. Quand Nadia eut terminé, Camille se regarda dans le miroir un moment, pas avec vanité, avec évaluation. Puis elle hocha la tête une fois. « C'est bien !» Sur le chemin du retour vers l'atelier, ils marchèrent côte à côte dans les rues du 6e, sous les platanes qui avaient perdu leurs feuilles, leurs branches noires se découpant sur le ciel blanc de novembre. Antoine portait son manteau en cachemire gris, les mains dans les poches, et Camille portait son manteau en laine marine, boutonné jusqu'au col.
Paris sonnait autour d'eux, le murmure des terrasses couvertes, le grondement du bus 63 qui longeait le boulevard, la voix d'un vendeur de journaux au coin du boulevard Saint-Germain. « Vous êtes nerveux pour l'événement » demanda-t-elle. « Non. » Elle le regarda de côté. « Vous êtes nerveux. » Il sourit malgré lui, un sourire bref, presque contrarié, peut-être légèrement. « Pourquoi ?» Il réfléchit honnêtement. « Parce que je ne contrôle pas tout ce qui peut se passer. D'habitude, je prépare chaque variable. Je suis une variable que vous ne contrôlez pas. Vous êtes la seule variable que je ne contrôle pas. » Elle considéra ça. « C'est pour ça que ça marche, » dit-elle simplement, comme si c'était une évidence technique, comme si elle parlait d'un point de couture. Antoine ne répondit pas, mais quelque chose dans sa poitrine bougea légèrement, comme un mécanisme longtemps bloqué qui trouve un millimètre de jeu. Le 7e jour, il arriva à l'atelier sans prétexte. Il poussa simplement la porte, entendit la cloche tinter, et Camille leva les yeux depuis sa machine à coudre avec une expression qui ne demandait pas d'explication. Il s'assit dans la petite chaise. Elle continua à coudre. La machine faisait son bruit régulier, rythmé, presque rassurant, un bruit qui remplissait l'espace sans l'envahir. Par la fenêtre côté cour, la lumière de fin d'après-midi était froide et dorée à la fois, ce gris lumineux de Paris en automne que les étrangers ne comprennent pas toujours, mais que les Parisiens reconnaissent dans leur corps. « Votre mère sait que vous faites ça ?» demanda-t-il après un moment. Camille ne ralentit pas sa machine. Elle sait que je travaille le soir pour un client. Elle ne sait pas les détails. Elle s'inquiéterait. Elle s'inquiéterait que je ne m'inquiète pas assez. Un demi-sourire passa sur son visage, le premier sourire vraiment libre qu'il lui avait vu. Elle a une façon de voir le danger là où il n'y en a pas et de rater celui qui est réel. C'est une mère. C'est elle. Il y eut un silence. La machine s'arrêta. Camille examina la couture, la retourna, la réexamina. « Comment elle s'appelle » demanda Antoine. « Cécile. »« Et elle a comment mal exactement ?»« La hernie. » Camille posa le tissu sur la table. Elle le regarda, pas avec méfiance, mais avec cette façon d'évaluer qu'il commençait à connaître, comme si elle pesait ce qu'il y avait derrière les questions. « Mal à se lever le matin, dit-elle finalement. Mal à rester debout plus de 20 minutes. Elle a arrêté de prendre les escaliers depuis 2 mois. Elle vit au 3e sans ascenseur. Elle descend pour aller chez le médecin et pour rien d'autre. » Antoine écouta. Sans prendre de notes, sans chercher une solution à énoncer immédiatement. Il écouta, et Camille, qui n'était pas habituée à ce qu'on écoute sans proposer aussitôt quelque chose, continua, presque malgré elle. Le médecin de secteur qui avait dit 6 à 8 mois pour la liste publique, la kinésithérapeute qui faisait ce qu'elle pouvait mais ne pouvait pas grand-chose, les nuits où Cécile se levait à 3 heures du matin pour s'asseoir dans le fauteuil parce que allongée c'était pire. « Elle ne se plaint pas, » dit Camille. « C'est ça le plus dur. Elle sourit et elle dit que ça va, et moi je sais que ça ne va pas. » Antoine pensa à Théo, à la façon dont son fils lui disait que tout allait bien quand ça n'allait pas, parce qu'il avait appris quelque part que son père ne savait pas quoi faire avec les choses qui n'allaient pas. Le parallèle n'était pas agréable. « Je comprends ce que c'est, » dit-il, « que quelqu'un qu'on aime protège sa douleur pour ne pas nous peser. » Camille le regarda. Pas de la reconnaissance. Quelque chose de plus précis, de plus attentif. Comme si elle avait dit quelque chose sans le dire, et qu'il l'avait entendu. Ce soir-là, en partant, il dit au revoir depuis la porte, et elle dit bonsoir depuis sa machine. Et quand il marcha vers le boulevard pour héler un taxi, il réalisa qu'il avait passé 2 heures dans cet atelier à ne rien faire de productif par aucun critère qu'il utilisait d'habitude pour évaluer son temps. Et que c'était le moment de la journée dont il se souviendrait le mieux. Le 8e et dernier jour de préparation, ils firent la répétition que le styliste Étienne avait suggérée, 1 heure au Lutetia pour que Camille se familiarise avec les espaces, comprenne la disposition des salles, sache où seraient les sorties, les vestiaires, les points de pause si elle en avait besoin. Antoine l'avait proposé. Elle avait accepté avec pragmatisme. Le Lutetia était ce qu'il était, un des grands hôtels de la rive gauche, avec son architecture art déco et ses luminaires en bronze, ses moquettes profondes et ses serveurs en livrée qui se déplaçaient sans bruit.
Antoine connaissait l'endroit comme sa propre main. Camille entra avec la même posture qu'elle avait partout, mais ses yeux firent le tour du salle de réception avec une attention méthodique. Les issues, les espaces, les points d'appui. « C'est grand, dit-elle. Vous n'êtes jamais entré ici? Jamais eu de raison. » Elle toucha du bout des doigts la surface d'une colonne en marbre. Le marbre est froid, même en intérieur chauffé. Drôle. Un maître d'hôtel s'approcha avec une déférence automatique. Regard sur Antoine. Bref, regard d'évaluation sur Camille. Retour sur Antoine. Ce type de regard que les établissements de luxe distribuaient sans s'en apercevoir, qui classait et hiérarchisait en une fraction de seconde. Camille ne scia pas. Elle ne parut pas le voir. Ils firent le tour du grand salon, de la salle de réception adjacente, de la terrasse intérieure. À un moment, Antoine lui indiqua où serait placée la table des investisseurs italiens. Camille écouta, hocha la tête, demanda où serait l'espace buffet par rapport à l'entrée. « Pourquoi ?» demanda Antoine. « Pour savoir où être quand je veux être seul sans avoir l'air de fuir. » Il sourit. « Coin gauche près des baies vitrées. »« Parfait. » Ils prirent un café au bar de l'hôtel avant de repartir. Un espresso serré dans des tasses en porcelaine blanche, sur des sous-tasses qui cliquetaient avec une précision sonore. Camille tint sa tasse d'une main, regarda le hall animé autour d'eux. Un couple de touristes allemands, un homme d'affaires avec une mallette, deux femmes en tailleur qui riaient discrètement, et dit, sans que ce soit une question particulière, « Vous venez souvent dans des endroits comme ça ?»« Souvent. »« Vous les aimez ?» Il réfléchit honnêtement. « J'en ai besoin pour certaines choses. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose qu'aimer. » Elle approuva légèrement de la tête. « Honnête, vous les évitez ?»« Je ne les évite pas. Je n'y pense pas. » Elle posa sa tasse. « Ce sont des espaces qui existent pour que certaines personnes se sentent appartenir à quelque chose. Ce n'est pas mon appartenance. Ce n'est pas grave. » Antoine posa sa propre tasse. Dehors, par les portes à tambour du Lutetia, Paris continuait, gris, mouillé, indifférent et magnifique. Il pensa à ce qu'elle venait de dire, des espaces pour se sentir appartenir, et il se demanda pour la première fois depuis longtemps à quel espace il appartenait lui vraiment, pas professionnellement, pas socialement, mais lui. Ils sortirent dans le boulevard Raspail. Le vent était froid, portant l'odeur de la pluie récente sur le bitume. Camille boutonna son manteau jusqu'en haut. Ils marchèrent un moment côte à côte sans parler, dans le bruit sourd de la ville. « Demain soir », dit-elle à un moment. « Demain soir », confirma-t-il. Elle s'arrêta à l'entrée d'une station de métro. « Je serai là à 19h30. Je vous enverrai un taxi. Je prendrai le métro. » Il voulut argumenter. Il vit son expression et n'argumenta pas. « À demain soir, dit-il. »« À demain soir, dit-elle. » Elle descendit les marches du métro et disparut dans le flux des gens sans se retourner. Antoine resta une seconde sur le trottoir, dans le vent froid du boulevard, avec cette sensation précise et légèrement désorientante d'être quelqu'un qui attend quelque chose sans très bien savoir quoi, comme à la veille d'un voyage dont on ne connaît pas encore la destination, mais dont on sait, d'une façon que la logique ne suffit pas à expliquer, qu'il va changer quelque chose. Il rentra chez lui à pied. C'était long. 40 minutes depuis le 6e jusqu'au 7e par les petites rues. Il ne prit pas de taxi. Il marcha dans Paris, sous les réverbères qui commençaient à s'allumer, dans l'odeur de la ville mouillée, et pour la première fois depuis des semaines, il ne pensa pas à un seul contrat. Le lendemain, il arriva au Lutetia à 19h. Elle arriva à 19h29. Elle traversa le sagon de l'hôtel depuis les portes à tambour. La robe bleu nuit, tombant exactement comme Étienne l'avait dit qu'elle tomberait, les cheveux en demi-chignon souple, avec les mèches libres, les escarpins bleus sur le marbre froid. Elle portait aux oreilles de petites perles blanches, pas les boucles que le styliste avait proposées, pas de diamants, de petites perles simples qu'Antoine n'avait pas vues avant, et qui, il le comprit immédiatement, lui appartenaient depuis longtemps. Un choix qui n'avait rien à voir avec le contrat. Il l'attendait au pied du grand escalier, en costume sombre, et quand il la vit traverser le hall, quelque chose se bloqua dans sa poitrine d'une façon qui le prit complètement par surprise.
Pas l'admiration froide et calculée qu'il portait aux choses réussies, mais quelque chose de plus chaud, de moins contrôlé, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'émotion pure. Elle s'arrêta devant lui, le regarda. « Le Terno tient ?» demanda-t-elle. Il rit, un vrai rire, bref et involontaire. « Le Terno tient !» Elle hocha la tête d'un air satisfait. « Alors on y va !» La salle de réception du Lutetia était ce soir-là exactement ce qu'Antoine avait décrit. 140 personnes dans un espace conçu pour en accueillir 100, avec des serveurs en livrée qui circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours, des conversations en plusieurs langues qui se croisaient dans l'air chaud et parfumé, des lustres en bronze qui projetaient une lumière dorée sur les tenues sombres et les bijoux. Le bruit était celui du pouvoir, feutré, contrôlé, mais présent comme une pression atmosphérique légèrement supérieure à la normale. Camille entra avec Antoine sans modifier sa façon de marcher. Pas plus lentement pour être remarquée, pas plus vite pour traverser inaperçue. Elle marcha comme elle marchait, avec cette aisance tranquille de quelqu'un qui sait où ses pieds se posent. Antoine posa la main dans le bas de son dos pour la guider vers la droite. Un geste automatique, professionnel, et il sentit sous sa paume la chaleur du tissu de crêpe et, en dessous, la tension légère d'un corps qui était attentif sans être crispé. Elle ne se raidit pas sous sa main, ne l'écarta pas non plus, continua à regarder la salle avec ses yeux qui inventoriaient tout. Les premières présentations se firent naturellement. Antoine connaissait la plupart des gens, les saluait par leur prénom, échangeait quelques phrases rapides sur des projets en cours. Camille souriait quand c'était approprié, serrait les mains avec une poigne ferme et directe qui surprenait légèrement les hommes, habitués aux poignées de main féminines plus retenues, et écoutait avec une attention visible qui n'était pas de la performance. Elle écoutait vraiment, et les gens le sentaient. Un directeur de fonds parisien nommé Laurent, que Antoine connaissait depuis 10 ans, s'arrêta pour les saluer et regarda Camille avec la curiosité légèrement calculée des gens de ce milieu qui évaluent les nouvelles présences. « Vous travaillez dans l'immobilier » demanda-t-il. « Non, dit Camille, je suis couturière. » Laurent cligna des yeux. « Ah !» Un silence d'une seconde. « C'est intéressant. Mais c'est un travail de précision. » dit-elle, sans défense dans la voix, sans besoin d'expliquer davantage. « Comme le vôtre, j'imagine. » Laurent rit malgré lui, un rire sincère, pas poli, et dit à Antoine « J'aime beaucoup cette femme. » Puis il repartit dans la foule. Antoine attrapa 2 coupes de champagne sur un plateau qui passait et en tendit une à Camille. Elle la prit, but une gorgée, observa la salle par-dessus le bord de la coupe avec cet air concentré qu'il commençait à reconnaître. « C'est beaucoup d'argent dans une seule pièce, » dit-elle à voix basse. « Oui. Est-ce qu'ils sont heureux ?» Antoine regarda autour de lui, les sourires professionnels, les regards qui évaluaient en permanence, les poignées de main un peu trop longues, pour être sincère. Certains, probablement. Pas tous, pas tous. Elle hocha la tête comme si ça confirmait quelque chose qu'elle avait déjà calculé. Enzo Marchetti arriva à 20 heures passées. 72 ans, cheveux blancs coupés courts, costume gris anthracite impeccable. Une façon de traverser une pièce qui faisait doucement pivoter les conversations autour de lui comme des planètes autour d'un soleil tranquille. Il était l'homme le plus important de la salle, et il le savait sans avoir besoin de le montrer. Antoine l'avait rencontré 2 fois lors des éditions précédentes. Ce soir, il avait besoin de 10 minutes réelles avec lui, pas les 10 minutes de couloir des années précédentes. Marchetti salua Antoine avec chaleur, les 2 mains, la façon italienne. Son regard se posa sur Camille avec une curiosité immédiate et non dissimulée. Pas la curiosité évaluatrice que Laurent avait eue, mais quelque chose de plus direct, de plus humain. « Vous êtes ?» demanda-t-il à Camille en français avec un accent milanais prononcé. « Camille Barbier. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Camille Barbier ? Je suis couturière, rue du Faubourg Saint-Denis. » Marchetti sourit, un vrai sourire, le premier qu'Antoine lui avait vu depuis le début de la soirée. « Ma femme est de Lyon, dit-il. Elle cousait. Elle dit que les gens qui cousent voient les choses différemment. » Il se tourna vers Antoine. « Où l'avez-vous trouvée ?»« C'est elle qui m'a trouvé, dit Antoine. Elle a diagnostiqué une erreur dans ma façon de porter mes épaules. » Marchetti rit franchement. Camille attendit que le rire se pose et dit «
Il avait raison de faire réparer. Un terneau mal porté dit quelque chose sur la façon dont on porte les responsabilités. Marchetti la regarda un instant, puis regarda Antoine, puis Camille à nouveau. « Donnez-moi 20 minutes demain matin, dit-il à Antoine. Salle Joséphine, 9 heures. Il prit la main de Camille et la porta brièvement à ses lèvres avec la courtoisie un peu formelle d'une autre génération. « Bonsoir, Camille Barbier. » Il repartit. Antoine attendit qu'il soit hors de portée d'oreille pour dire à voix basse « Vous venez d'obtenir ce que je n'ai pas réussi à obtenir en 2 éditions. »« Je n'ai rien obtenu, dit-elle. J'ai juste parlé. » C'était ça exactement, pensa-t-il. C'était précisément ça. La soirée continua. Ils circulèrent, s'arrêtèrent, se séparèrent brièvement, quand Antoine devait avoir des échanges plus techniques avec des interlocuteurs qu'il suivait depuis des mois. Camille, dans ces moments, ne cherchait pas à s'insérer dans des conversations. Elle se déplaçait avec aisance vers les espaces moins denses, observait, et quand des gens l'abordaient, ce qui arrivait, parce qu'il y avait quelque chose dans sa façon d'être présente qui attirait, elle parlait avec la même simplicité directe qu'elle avait partout. Antoine la surveillait du coin de l'œil, pas par inquiétude, par quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas encore à nommer avec précision. C'est à 21h45 qu'il se produisit, ce qu'il ne se produisit pas selon le plan. Antoine était à l'autre bout de la salle, retenu dans une conversation avec 2 promoteurs bordelais, quand il perdit Camille de vue. Il continua la conversation, 30 secondes, 1 minute, en cherchant discrètement sa silhouette bleu nuit dans la salle. Il la localisa près des baies vitrées côté gauche, exactement là où il lui avait dit qu'elle pourrait être seule. Mais elle n'était pas seule. Un homme s'était approché d'elle, jeune, la trentaine avancée, taillé dans un costume beige clair qui coûtait cher et le savait, un verre de champagne tendu vers elle avec un sourire qui avait été pratiqué suffisamment longtemps pour sembler naturel. Vasco Figueiredo, Antoine le reconnut en 2 secondes, héritier d'un groupe hôtelier lisboète, présent pour la première fois à l'événement, célibataire notoire dans les cercles où ces choses se savent. Camille tenait son propre verre. Elle n'avait pas pris celui qu'il lui tendait. Elle l'écoutait avec une politesse qui, de loin, pouvait passer pour de l'intérêt, mais qu'Antoine, maintenant, savait lire autrement. C'était la politesse de quelqu'un qui attend que la situation se résolve d'elle-même. Elle était seule depuis 40 secondes exactement. Antoine le sut, parce qu'il compta 1, 2, 3, pendant qu'il traversait la salle. Pas en courant, pas en brusquant les gens, en marchant avec la régularité de quelqu'un qui sait exactement où il va, en 8 pas qui coupèrent la diagonale de la salle de réception. Il arriva à côté de Camille, posa la main dans son dos, le même geste que plus tôt, mais cette fois, il n'y avait rien d'automatique dedans. Regarda Vasco Figueiredo avec le calme de quelqu'un dont le calme est un choix délibéré et dit simplement, sans élever la voix, « Elle est avec moi ». 3 mots, en français. Sans agressivité, sans démonstration de territoire, avec cette certitude tranquille qui ne laissait pas de place au débat. Vasco Figueiredo retira sa main tendue, hocha la tête avec le sourire de quelqu'un qui sait lire une situation, dit « Bonsoir » à Camille et s'éloigna dans la foule avec la grâce désinvolte de quelqu'un qui a d'autres options. Antoine ne retira pas sa main du dos de Camille immédiatement. Il la sentit respirer. Une respiration longue, pas de soulagement, de quelque chose de plus complexe. Puis elle se tourna vers lui, lentement, et il vit ce qu'il avait décrit plus tard, à lui-même, dans les semaines suivantes, comme le regard le plus honnête qu'on lui avait adressé depuis des années. Pas de surprise, pas de gratitude performée, pas d'émotion calculée. Un regard d'évaluation pure, comme si elle retournait quelque chose dans tous les sens pour en comprendre la nature exacte. La musique de l'orchestre de chambre, dans la salle voisine, passait à travers les cloisons. Quelque chose de lent, de vaguement mélancolique, qui semblait appartenir à un autre espace-temps que la réception assourdissante autour d'eux. C'était pour le contrat, dit-elle à voix très basse, ou pour une autre raison. Sa voix n'était pas dure, n'était pas douce non plus. C'était la voix de quelqu'un qui posait une question précise et attendait une réponse précise. Antoine la regarda.
La lumière dorée des lustres en bronze tombait sur son visage, sur les petites perles blanches à ses oreilles, sur le demi-chignon qui avait légèrement bougé au fil de la soirée avec une grâce que rien d'apprêté n'aurait pu reproduire. Il ouvrit la bouche, et les mots ne vinrent pas parce qu'il ne savait pas la réponse, mais parce que la réponse était de celles qui résistent à la formulation rapide, qui demandent plus de courage que la plupart des contrats qu'il avait signés dans sa vie. Ce silence dura 4 secondes, peut-être 5. Autour d'eux, 138 personnes continuaient à parler d'argent et de projets. Camille attendit. Elle n'était pas pressée. Elle n'était jamais pressée. Ce fut ce silence-là, dense, suspendu, parfaitement honnête, qui dit ce qu'aucun des deux ne savait encore formuler. Puis Antoine dit, très bas, « Je ne sais pas encore la bonne façon de répondre à ça. » Camille le regarda encore une seconde. Puis quelque chose se défit légèrement dans son expression, pas de la tendresse exactement, quelque chose de plus sobre, de plus réel. Elle détourna les yeux vers la salle, reprit une gorgée de champagne et dit « C'est plus honnête que la plupart des réponses que j'ai eues dans ma vie. » Ils restèrent, l'un à côté de l'autre près des baies vitrées, pendant encore 20 minutes, pas en se parlant beaucoup. En étant simplement là, dans ce bruit de fond luxueux qui n'appartenait vraiment à aucun des deux, avec entre eux quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait désormais une forme. Le retour eut lieu peu après 22h30. Antoine avait proposé de la raccompagner. Camille avait dit que le métro était parfait. Il avait insisté, pas pour la reconduire chez elle, pour prendre un taxi ensemble jusqu'à une station plus proche. Compromis qu'elle avait accepté avec ce pragmatisme tranquille qui ne lisait pas dans les gestes plus que ce qu'il contenait. Dans le taxi, ils traversèrent Paris de nuit, les quais de Seine illuminés, le pont de la Concorde, les Tuileries dans l'obscurité. Et Camille regarda la ville par la vitre avec les yeux légèrement fatigués de quelqu'un qui a été pleinement présent pendant plusieurs heures. Elle avait enlevé ses escarpins et les tenait d'une main, pieds nus sur la moquette du taxi, et Antoine trouva ce détail, cette façon d'être exactement confortable, sans cérémonie, plus éloquent que tout ce qu'il avait observé de la soirée. « Marchetti vous rappellera, dit-elle sans quitter la vitre des yeux. Je le crois aussi. Ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause de ce que vous lui avez dit quand il a ri. Vous avez répondu vrai. » Antoine tourna la tête vers elle. « J'apprends. » Elle le regarda alors brièvement depuis le côté, avec un sourire qui était le sourire le plus petit et le plus sincère qu'il lui avait vu depuis le début. Pas le sourire de quelqu'un qui approuve, le sourire de quelqu'un qui remarque. Le taxi s'arrêta à l'entrée de la station Nation. Camille remit ses escarpins, ramassa son manteau plié sur ses genoux, ouvrit la portière. Elle s'arrêta une seconde avant de sortir et dit, sans se retourner complètement, « Bonne nuit, Antoine. » Pas Monsieur Delacroix, Antoine, pour la première fois. Elle sortit dans la nuit froide de Paris. La portière se referma. Le taxi repartit. Antoine regarda les lumières de la ville défiler derrière la vitre et réalisa que le contrat était terminé. Techniquement, officiellement, proprement terminé, et que c'était la première chose à laquelle il ne voulait pas penser. Les 3 jours qui suivirent le sommet furent les plus productifs qu'Antoine eût connus depuis le début de l'année, sur le papier. La réunion avec Enzo Marchetti dura 40 minutes au lieu des 20 prévus et déboucha sur un accord préliminaire pour un projet de résidence de standing à Lyon avec un potentiel d'investissement de 11 millions d'euros. Julien avait failli tomber de sa chaise en recevant le compte-rendu. Les 2 promoteurs bordelais rappelèrent le lendemain. 3 autres contacts de la soirée envoyèrent des messages de suivi. Antoine répondit à tout avec la précision habituelle. Il tint ses réunions. Il signa ce qu'il fallait signer. Il était là, présent, fonctionnel et complètement ailleurs. Le soir du premier jour, il prit son téléphone 3 fois pour écrire un message à Camille. Il posa le téléphone 3 fois sans envoyer. Ce qu'il voulait écrire n'entrait dans aucune catégorie professionnelle, et ce qu'il ressentait n'entrait dans aucune case de ce qu'il s'autorisait habituellement à ressentir. Le deuxième soir, il mangea seul dans son appartement du 7e. Des pâtes réchauffées, pas grand-chose d'autre, en regardant les toits de Paris depuis sa fenêtre, et pensa à Camille, qui mangeait probablement quelque chose de simple et de bon dans son appartement de Montreuil, et qui n'y pensait probablement pas à lui.
Le troisième jour, Julien posa sur son bureau une enveloppe. Un coursier a apporté ça ce matin. Antoine reconnut l'écriture avant même d'ouvrir, serrée, précise, sans fioriture. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un billet plié en deux et une petite carte de visite de l'atelier Barbier. Le billet disait « Les 2000 € du soir de l'événement, je n'ai pas encore été les chercher. Si c'est toujours disponible, je passerai vendredi. Sinon, c'est sans rancune. C.B. » Antoine regarda la carte de visite. Petit rectangle de carton blanc, épais, typographie sobre, adresse de la rue du Faubourg Saint-Denis. Il la posa sur son bureau, à la droite de son agenda, et Julien, qui repassait dans l'encadrement de la porte, remarqua qu'elle était encore là 2 heures plus tard, exactement à la même place. Le vendredi, Antoine arriva à l'atelier à 9 heures du matin, avant l'heure à laquelle Camille avait dit qu'elle passerait, qui était l'après-midi. Il le sut immédiatement en entrant et en voyant son expression. Pas de surprise, juste cette évaluation rapide et légèrement amusée qui lui passait sur le visage quand il faisait quelque chose de transparent qu'il croyait opaque. « Vous avez un rendez-vous ce matin, » dit-elle. Il regarda son costume. Pas de déchirure visible, pas d'accroc, tissu intact, couture parfaite. « Non, » dit-il. Alors, elle attendait, les mains posées à plat sur la table de coupe, dans sa blouse de travail bleu pâle qui sentait légèrement le tissu chaud. « Je voulais vous voir. » Le silence qui suivit n'était pas embarrassant. C'était le silence de quelqu'un qui reçoit une information et la range à sa place avant de continuer. « Les 2000 € sont là, » dit-il, en posant une enveloppe sur le comptoir. « Merci. » Elle la prit sans l'ouvrir, la glissa dans le tiroir sous la caisse. Il n'y avait plus aucun prétexte, plus aucun contrat, plus aucune raison professionnelle qui tenait debout. Antoine posa les 2 mains dans les poches de son manteau et dit, avec une directness qu'il ne se reconnaissait pas, « J'ai quelque chose à vous proposer. Ce n'est pas de la charité et ce n'est pas un emploi fictif. Vous pouvez dire non et je ne reviendrai pas. » Camille croisa les bras, pas en signe de fermeture, mais avec l'air concentré de quelqu'un qui prépare son attention. Il lui expliqua. La Delacroix Immobilier avait 6 chantiers actifs, 3 équipes de direction en tension, 2 projets de recrutement senior qui avaient échoué 2 fois consécutives parce que les candidats retenus n'avaient pas tenu au-delà de 6 mois. Pas pour des raisons techniques. Pour des raisons humaines, des incompatibilités de caractère que les cabinets de recrutement ne détectaient pas parce qu'ils ne savaient pas lire les gens, vraiment les lire, au-delà des CV et des simulations d'entretien. « En 3 soirées autour d'une table avec moi, » dit-il, « vous avez lu Marchetti mieux que n'importe quel consultant que j'ai jamais payé. Vous avez lu Laurent. Vous avez lu ce que je ne vous avais pas dit sur Théo. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais c'est réel et c'est rare. » Camille l'écoutait sans l'interrompre. « Ce que je propose, un contrat de consultante indépendante. Vous évaluez le profil humain des candidats à des postes clés, 3 à 4 demi-journées par mois, selon les besoins. Rémunération fixe plus honoraire par mission. » Il marqua une pause. « Et je finance la chirurgie de votre mère, pas comme cadeau. Comme avance sur honoraire, avec un protocole d'accord écrit et des termes que vous négociez. » Le silence fut long, la machine à coudre dans l'arrière-salle tournait doucement. Dehors, dans la rue, quelqu'un livrait des cartons à la mercerie d'à côté et les posait sur le trottoir avec un bruit régulier. « Vous avez dit que je pouvais dire non, » dit-elle finalement. « Vous pouvez. Et vous ne revenez pas ? » ?»« Je ne reviens pas. » Elle décroisit les bras. Regarda la table devant elle, le tissu en cours, les épingles alignées, les ciseaux posés à angle précis. « Donnez-moi 2 jours. » Il hocha la tête, se leva, s'arrêta à la porte. « Camille. » Elle leva les yeux. Le soir du Lutetia, ce n'était pas pour le contrat. Il sortit avant qu'elle puisse répondre. Sur le trottoir, l'air de novembre était coupant et propre. Il marcha vers le boulevard sans se retourner, et dans son dos, la cloche au-dessus de la porte de l'atelier tinta doucement en se refermant, comme une ponctuation. 2 jours plus tard, à 18h40, un message arriva sur son téléphone. « J'ai des conditions. Rendez-vous lundi, 19h, même brasserie. Apportez un projet de contrat. » C.B. Antoine lut le message 2 fois. Puis il sourit
Seul dans son bureau vide, dans le silence du 8e arrondissement après la fermeture des bureaux, avec les lumières de Paris qui commençaient à s'allumer dehors, un sourire que personne ne vit et qui était peut-être pour ça le plus sincère de tous. Le lundi, ils se retrouvèrent à la brasserie de la rue du Faubourg Saint-Denis, la même table en formica, les mêmes serveuses qui s'appelaient par leur prénom. Camille arriva avec une feuille de conditions rédigées à la main. 2 pages, recto verso, écriture serrée. Antoine arriva avec un projet de contrat rédigé par son juriste. Ils posèrent les 2 documents côte à côte sur la table et travaillèrent pendant 2 heures, article par article, en mangeant du pot-au-feu et en buvant du vin rouge ordinaire que la serveuse avait recommandé. Camille négocia avec une précision qui fit dire à Antoine intérieurement que si elle avait voulu faire autre chose de sa vie, elle aurait été redoutable dans n'importe quelle salle de conseil. Elle maintint son droit à refuser toute mission pour laquelle elle n'avait pas eu le temps de préparer son évaluation. Elle exigea une clause de confidentialité symétrique. Ce qu'elle observait sur les équipes restait strictement confidentiel dans les 2 sens. Elle refusa la rémunération qu'Antoine avait proposée et en suggéra une légèrement inférieure, avec une logique qu'il ne contesta pas. « Je ne veux pas que vous ayez l'impression de m'avoir surpayé. » Ça crée des attentes implicites. Ils signèrent à 21 heures passées avec les 2 stylos qu'ils avaient, le sien en lac noir, le sien à billes ordinaires, et la serveuse Fatima, qui passait avec l'addition, les regarda signer en souriant sans rien dire. La chirurgie de Cécile fut programmée 3 semaines plus tard, dans une clinique du 14e arrondissement. Antoine coordonna avec sa propre assistante pour les aspects administratifs, la prise de rendez-vous, le dossier d'admission, la chambre individuelle que Camille n'avait pas demandée, mais qu'il fit ajouter sans le mentionner. Le matin de l'intervention, il ne vint pas. Et il avait pensé y aller, il avait même commencé à s'habiller avec cette intention, puis il s'était arrêté dans son appartement, manteau à la main, et avait compris que ce n'était pas sa place. Pas encore, peut-être pas de cette façon-là, que sa présence dans ce couloir de clinique aurait pesé d'une façon qui n'aurait rien rendu plus simple. Il envoya un message à 9 heures du matin. « Comment elle va ?» La réponse arriva à 14h17. Une photo. Cécile dans son lit de clinique, les yeux fatigués mais ouverts, les cheveux blancs en couronne sur l'oreiller, un sourire qui n'était pas pour la photo, un sourire de quelqu'un qui n'a plus mal pour la première fois depuis longtemps. En dessous de la photo, un seul mot, « bien ». Antoine regarda la photo un moment. Le visage de Cécile, qu'il ne connaissait que de ce que Camille lui en avait dit. Une femme qui souriait pour ne pas inquiéter, qui descendait 3 étages en s'agrippant à la rampe pour ne pas montrer que chaque marche coûtait. Ce visage soulagé dans la lumière blanche de la chambre de clinique. Il sauvegardit la photo dans son téléphone, dans un dossier qu'il créa ce jour-là et qu'il appela simplement « C ». Les semaines passèrent. Le protocole s'installa avec une naturalité que ni l'un ni l'autre n'avait planifiée. Camille à l'atelier 3 jours par semaine, les 2 autres après-midi consacrés aux missions pour la Delacroix Immobilier. Antoine lui envoyait les dossiers de candidats avec leurs CV, leurs lettres et leurs évaluations techniques déjà faites par les cabinets. Elle les lisait, demandait à rencontrer les candidats retenus pour des entretiens informels, un café, rarement plus d'1 heure, et envoyait ses observations en 3 ou 4 paragraphes manuscrits scannés parce qu'elle écrivait ses analyses à la main, ce qu'Antoine avait d'abord trouvé anachronique et qu'il avait rapidement compris être une façon de ralentir la pensée pour ne pas rater les nuances. Ces analyses étaient différentes de tout ce qu'il avait reçu de consultants. Pas de grille de compétences, pas de matrice comportementale, des observations directes, souvent dérangeantes. Ce candidat parle de ses équipes en disant « mes gens ». À surveiller, ça peut être de la fierté ou de la possession. C'est la différence entre un bon manager et un mauvais. Ou, elle a regardé sa montre 2 fois en 45 minutes. Pas d'impatience, c'est quelqu'un qui a l'habitude de gérer plusieurs choses en parallèle. Bonnes ou mauvaises choses, selon le poste. Ou encore simplement, celui-là dit la vérité même quand elle ne l'arrange pas. C'est rare, gardez-le.
Antoine lisait ses notes le soir, souvent assis dans son fauteuil avec un verre de Bourgogne, et il avait pris l'habitude d'annoter les marges, questions, réactions, points qu'il voulait lui soumettre la prochaine fois. Il se retrouvait 2 fois par semaine pour ses échanges de travail, parfois dans son bureau, parfois dans l'atelier quand l'agenda de Camille ne lui permettait pas de se déplacer. Dans ces cas-là, Antoine prenait le métro jusqu'au 10e arrondissement, ce que Julien avait d'abord noté avec une discrétion professionnelle parfaite et ce dont les autres collaborateurs ne savaient rien. Ce fut un mardi de décembre que quelque chose bascula. Pas de façon spectaculaire, pas avec l'éclat d'une révélation ou le drame d'une confrontation, avec la simplicité tranquille des choses qui arrivent quand on ne les surveille plus. Antoine était dans l'atelier depuis 1 heure, assis dans la petite chaise des clients, son dossier ouvert sur les genoux, pendant que Camille travaillait sur une veste en tweed pour une cliente qu'il ne connaissait pas. Ils avaient parlé du dernier candidat à évaluer, un directeur de projet pressenti pour Lyon, et la conversation s'était déplacée naturellement, comme elle le faisait toujours, vers autre chose. Théo, cette fois. Antoine avait dit que son fils devait venir le week-end suivant, le premier week-end complet, depuis 2 mois, et qu'il ne savait pas quoi faire avec lui, pas dans le sens pratique, mais dans le sens profond, cette incapacité persistante à savoir comment être simplement là, comment occuper l'espace d'un père sans que ce soit une performance. Camille avait posé sa machine à coudre, pas pour lui répondre immédiatement, pour réfléchir vraiment, comme elle le faisait toujours quand une question méritait du soin. « Qu'est-ce qu'il aime ?» demanda-t-elle. « Le football, les jeux vidéo, les trains miniatures. Depuis l'année dernière, sa grand-mère maternelle lui a donné un vieux réseau. Alors faites ça, des trains miniatures. Asseyez-vous par terre avec lui et faites rouler les trains. » Elle reprit son tissu. « Vous n'avez pas besoin d'un programme. Vous avez besoin d'être dans la même pièce sans avoir besoin que ça soit utile. » Antoine regarda le sol de l'atelier, le parquet en bois sombre, légèrement usé entre la porte et la table de coupe par des années de passage. « Je n'ai pas de train miniature. Achetez-en, pas un kit de luxe, un truc normal. Montez-le avec lui le samedi matin. Et si ça ne suffit pas ?» Camille leva les yeux. « Ça ne sera peut-être pas suffisant la première fois, ni la deuxième. Ça suffit quand même de le faire. » Il y eut un silence. La machine recommença. La lumière de décembre entrait par la fenêtre côté cour avec cette qualité froide et nette des matins d'hiver parisiens qui rendent tout légèrement plus précis, légèrement plus réel. « Votre père à vous, » dit Antoine après un moment. « Vous en parlez rarement. » Camille ne ralentit pas. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Il est parti quand j'avais 11 ans. Pas de drame. Il est simplement parti. C'est un drame. C'était sa façon à lui. » Elle coupa un fil avec ses ciseaux. « Ce qui a été dur, c'est que ma mère n'a jamais dit du mal de lui. Jamais. Et j'ai mis des années à comprendre que c'était une forme de gentillesse envers moi, pas envers lui. » Antoine pensa à Claire, à la façon dont ils avaient géré la séparation devant Théo, avec une courtoisie mécanique qui était peut-être, vue de l'extérieur, exactement ce que Camille venait de décrire. Il ne savait pas si ça suffisait. Il n'avait jamais osé vraiment se poser la question. « Vous pensez que Théo saura un jour que vous avez essayé ?» demanda-t-il. « Je pense que les enfants savent toujours, » dit-elle. « Pas tout de suite, mais ils savent. » Ce n'était pas du réconfort. C'était quelque chose de plus exigeant, une vérité qui demandait quelque chose de lui, pas seulement de l'espoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a reçu différemment des choses consolantes qu'on lui avait dites sur le même sujet depuis 3 ans. Il rentra chez lui ce soir-là et commanda un set de trains miniatures sur Internet. Pas le kit de luxe que son premier réflexe lui avait suggéré. Un kit intermédiaire, avec des rails en plastique beige et une locomotive verte assez ordinaire. Il arriva le vendredi. Le samedi matin, Théo arriva avec son sac à dos et ses yeux d'enfant qui évaluaient, qui cherchaient de la sortie émotionnelle, l'incident qui permettrait de rester derrière la vitre. Antoine lui montra la boîte sans en faire un événement. « J'ai pensé qu'on pourrait monter ça ce matin. » Théo la regarda, puis il la prit. Ils s'assirent par terre dans le salon du 7e arrondissement, sur le parquet froid que Théo n'avait jamais vu de si près,
et passèrent 2 heures à assembler des rails et à faire circuler une locomotive verte dans un circuit qui n'était pas parfaitement rond parce qu'il manquait un rail dans le coin gauche. Théo dit à un moment, sans lever les yeux du circuit, « Papa, le rail là, il est de travers. Je sais, on peut le redresser. On peut. » Ils redressèrent le rail. La locomotive fit le tour complet. Théo rit. Un rire bref, de la gorge, le rire d'un enfant qui rit parce que quelque chose est drôle et pas parce que quelqu'un attend qu'il rit. Antoine ne pensa pas à Camille à ce moment-là. Il pensa à Théo. Mais il sut, quelque part dans un endroit qu'il n'aurait pas pu localiser avec précision, que sans cette conversation dans l'atelier un mardi de décembre, il ne se serait pas assis sur ce parquet. Les fêtes de Noël passèrent. Janvier arriva avec son froid tranchant et ses journées courtes. Le travail avec Camille continua. 3 candidats évalués, 2 recrutements finalisés, un 3e en attente. Leurs échanges de travail avaient une qualité particulière que ni l'un ni l'autre ne commentaient. Ils fonctionnaient bien ensemble, avec une complémentarité naturelle qui n'avait pas eu besoin d'être construite. Camille voyait les gens. Antoine voyait les structures. Entre les deux, quelque chose de plus juste se dessinait. Ce que ni l'un ni l'autre ne nommait était autre chose. Ce fut une conversation un soir de janvier qui fit monter quelque chose à la surface. Pas une dispute, pas une crise, quelque chose de plus doux et de plus difficile à la fois. Ils étaient dans le bureau d'Antoine ce soir-là, tard. 21 heures passées, les lumières du 8e dehors, les dossiers du projet Lyon étalés sur la table basse. Camille avait relevé ses cheveux pendant qu'elle lisait, avec un crayon planté dans le chignon, et elle annotait en marge d'un compte-rendu avec cette concentration totale qu'elle apportait à tout ce qu'elle faisait. Antoine préparait un café dans le coin bureau, dos tourné, et dit sans vraiment réfléchir à ce qu'il disait « Vous restez dîner ?» Le silence qui suivit dura assez longtemps pour qu'il se retourne. Camille avait posé le stylo. Elle le regardait avec une expression qu'il ne sut pas lire immédiatement. Pas de refus, pas d'acceptation. Quelque chose entre les deux qui était plus honnête que l'un ou l'autre. « Antoine » dit-elle. Il posa la cafetière, se retourna complètement. « Je veux vous dire quelque chose » dit-elle, « et je vous demande de l'entendre jusqu'au bout avant de répondre. » D'accord. Elle prit un moment, pas pour trouver ses mots, pour décider de les dire. « Je sais ce qu'il y a entre nous » dit-elle. « Je ne suis pas en train de vous dire que je ne le sens pas. Je vous dis que j'ai besoin de savoir que ce n'est pas une autre version du contrat. » Elle ne baissa pas les yeux. « Pas parce que je pense que vous êtes de mauvaise foi, parce que je veux être sûr que vous le savez vous-même. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était du respect pour ce qu'elle venait de dire, qui méritait mieux qu'une réponse rapide. « Quand vous dites une autre version du contrat, » commença-t-il, « je veux dire que vous avez résolu un problème en m'engageant, que vous avez résolu un autre problème en finançant la chirurgie de ma mère. Je veux savoir si ce que vous ressentez est séparable de cette façon de fonctionner, de résoudre, d'arranger, d'acquérir. » La directness de ça lui prit quelque chose dans la poitrine. Pas durement, mais avec une précision qui ne laissait pas de confort. « C'est une question juste, » dit-il. « Je sais. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. La ville bourdonnait derrière les vitres. La cafetière finissait de passer dans son coin, son bruit régulier remplissant le silence. « Je ne peux pas vous promettre que je suis entièrement débarrassé de cette façon de fonctionner, » dit-il. « Ce serait vous mentir. Mais je peux vous dire que ce que je ressens pour vous n'a pas commencé quand j'ai eu besoin de quelque chose. Il a commencé quand vous m'avez dit que je crispais les épaules. » Quelque chose passa sur le visage de Camille, une nuance si légère qu'il aurait pu la rater s'il ne l'avait pas regardée avec l'attention qu'il avait apprise, lentement, dans cet atelier de la rue du Faubourg Saint-Denis. « Et maintenant ?» dit-elle. « Maintenant, je veux vous demander de dîner, pas pour résoudre quoi que ce soit, juste pour être là. » Le silence fut long. Dehors, Paris continuait sa vie de nuit d'hiver, le bruit d'un taxi, des voix lointaines, la ville qui ne s'arrêtait jamais vraiment. « Je vais chercher mon manteau, » dit-elle finalement. Ce n'était pas un oui enthousiaste, ce n'était pas censé l'être. C'était l'accord de quelqu'un qui choisit avec les yeux ouverts, qui ne court pas vers quelque chose, mais qui décide de faire un pas réel, pesé, conscient de ce qu'il coûte et de ce qu'il peut valoir.
Ils sortirent dans le froid de janvier, dans le 8e arrondissement silencieux à cette heure, et marchèrent côte à côte dans les rues désertes jusqu'à une petite brasserie qui était encore ouverte, avec sa lumière chaude visible depuis le trottoir, et l'odeur de soupe qui filtrait sous la porte. Ils commandèrent de la soupe à l'oignon et du vin rouge, et restèrent là 2 heures, dans la chaleur ordinaire du restaurant ordinaire, à parler de Théo et de Cécile et de Lyon, et des trains miniatures, et du tissu en tweed que Camille avait du mal à trouver en bonne qualité depuis que le fournisseur habituel avait changé de distributeur. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. 2 personnes dans une brasserie parisienne en janvier, avec entre elles quelque chose qui n'avait pas encore de nom précis, mais qui était réel et qui leur appartenait, construit non pas sur un contrat ou un arrangement ou une dette, mais sur des sandwichs partagés dans un atelier, sur des silences qui n'avaient pas eu besoin d'être remplis, sur une locomotive verte qui faisait le tour d'un circuit légèrement imparfait, sur une photo d'une femme soulagée dans une chambre de clinique, sur 3 maudite dans un hôtel de la rive gauche, qui n'avait pas eu besoin d'explication, parce que la vérité, parfois, n'en a pas besoin. Le printemps arriva sur Paris avec la lenteur particulière des saisons qui ne préviennent pas. Un matin, on remarque que les platanes ont des feuilles, que la lumière dure plus longtemps, que l'air a perdu cette qualité coupante de l'hiver qui obligeait à rentrer la tête dans les épaules. Camille costurait toujours 3 jours par semaine dans l'atelier de la rue du Faubourg-Saint-Denis. Les 2 autres après-midi, elle prenait le métro jusqu'au 8e, où recevait les candidats dans un café qu'elle avait choisi elle-même, un endroit de la rue de Bretagne, dans le 3e arrondissement, avec des tables en bois et un propriétaire qui connaissait le prénom de tout le monde. Elle y emmenait les candidats parce que, disait-elle, on voit mieux les gens dans un endroit ordinaire que dans un bureau qui cherche à impressionner. Ces analyses continuaient d'arriver, manuscrites, scannées, en 3 ou 4 paragraphes qui allaient à l'essentiel avec une précision que plusieurs directeurs de la Delacroix Immobilier avaient commencé à appeler, entre eux, le regard Barbier, sans que Camille le sache et sans qu'Antoine le lui dise tout de suite, parce qu'il savait qu'elle n'en avait pas besoin pour continuer à bien faire son travail. Cécile marchait maintenant sans s'agripper à la rampe. Elle était redescendue au rez-de-chaussée 3 semaines après la chirurgie pour acheter du pain, et quand elle était rentrée dans l'appartement de Montreuil, elle avait pleuré. Pas de douleur, de soulagement, la façon dont on pleure quand quelque chose qui faisait partie du paysage de la douleur quotidienne disparaît soudainement et qu'on réalise seulement alors combien ça pesait. Elle avait appelé Camille pour le lui dire. Camille avait raccroché et était restée un moment dans l'arrière-salle de l'atelier, seule, avec cette façon de tenir les émotions fortes, les yeux fermés, une main à plat sur la table de coupe, attendant que ça passe, attendant que la joie reprenne une taille gérable. Elle n'en avait pas parlé à Antoine ce jour-là. Il l'avait appris d'une autre façon. Cécile lui avait envoyé un message 2 semaines après la chirurgie que Camille ignorait. Un message bref, avec l'orthographe légèrement approximative de quelqu'un qui n'écrivait pas souvent par téléphone. « Monsieur Delacroix, je ne sais pas comment vous remercier. Ma fille ne me demande plus de ne pas me plaindre pour ne pas l'inquiéter. C'est peut-être la chose la plus grande que vous avez faite. Cécile Barbier. » Antoine lut ce message 2 fois, puis il écrivit « C'est votre fille qui a tout rendu possible. Prenez soin de vous, Madame Barbier. » Il ne dit pas à Camille qu'il avait reçu ça. Certaines choses n'avaient pas besoin de circuler pour être réelles. Théo vint 3 week-ends de suite en mars. Le premier week-end, ils finirent le circuit de train et ajoutèrent une gare. Le deuxième, ils allèrent au parc de la Villette, voir une exposition sur les locomotives à vapeur que Théo avait trouvée en ligne et mentionné à sa mère qui en avait parlé à Antoine dans un email de coordination logistique. Un circuit de transmission domestique que ni l'un ni l'autre n'avait planifié, mais qui fonctionnait. Le 3e week-end, Théo demanda si la dame qui cousait pouvait venir. Antoine prit un moment avant de répondre. « Quelle dame qui coude ? Celle dont tu parles. Quand tu crois que je dors dans la voiture, tu parles au téléphone avec quelqu'un et tu ris différemment. » Antoine regarda son fils, 10 ans, les yeux de Claire, la façon directe de son père. Il rit différemment.
Il ne savait pas qu'il riait différemment. « Je lui demanderai, » dit-il. Il le demanda à Camille un soir au téléphone, avec une maladresse qu'il n'avait pas avec elle dans d'autres circonstances, parce que ça touchait à quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'exposer, la jonction entre les parties de sa vie qui avaient toujours été étanches. Camille écouta. Il y eut un silence. « Il a quel âge ?» dit-elle, comme si elle ne le savait pas déjà. « 10 ans. Il sait ce que je fais. Il sait que tu coudes. Alors je viens, » dit-elle. Simplement, sans en faire plus que nécessaire. Ce dimanche-là, en avril, ils se retrouvèrent tous les trois dans le parc du Champ de Mars. Camille avait proposé le lieu parce qu'elle n'avait pas voulu que Théo vienne dans l'appartement du 7e pour une première fois, que ce soit sur un terrain neutre, un terrain qui appartenait à tout le monde. Ils marchèrent dans les allées sous les marronniers en fleurs avec les vendeurs de glace qui avaient réapparu avec le printemps et les enfants sur les pelouses et la tour Eiffel au fond qui était ce qu'elle était. Un monument tellement vu qu'on finissait par ne plus le voir, sauf les jours où la lumière tombait dessus d'une certaine façon et où il redevenait ce qu'il était toujours, quelque chose d'un peu impossible planté au milieu du réel. Théo marcha d'abord à côté de son père, légèrement en retrait de Camille, avec la prudence des enfants qui évaluent avant de décider. Puis il demanda à Camille si elle avait déjà cousu une robe avec de la lumière dedans. Une question dont Antoine ne comprit pas l'origine, mais à laquelle Camille répondit avec un sérieux complet, pas avec de la lumière à l'intérieur, non, mais il existe des fils qui réfléchissent la lumière, comme des petits miroirs cousus dans le tissu. « Oh, ça existe vraiment, vraiment. Est-ce qu'on pourrait en coudre dans un truc? Dans quoi tu veux ?» Théo réfléchit. « Dans un drapeau, pour une fusée. » Camille considéra ça sérieusement. « On peut essayer. Il faudrait choisir le tissu d'abord. » Théo regarda son père avec l'expression des enfants qui ont besoin que les adultes confirment que quelque chose est réel. Antoine hocha la tête. Théo retourna vers Camille. « D'accord. Quand ? » « La prochaine fois que ton père t'amène à Paris. » Ce n'était pas une promesse grandiose. C'était une proposition simple, entre une femme et un enfant, sur une allée du Champ de Mars, un dimanche d'avril. Mais Antoine, qui marchait 2 pas derrière eux et les écoutait, sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Quelque chose qu'il portait depuis assez longtemps pour avoir oublié que c'était là. Quelque chose qui ressemblait, maintenant qu'il l'entendait partir, à de la peur. La peur que les compartiments de sa vie restent étanches pour toujours, que le prix de ses erreurs passées soit la séparation permanente de ce qui comptait. Ils s'arrêtèrent sur un banc face à la tour Eiffel. Camille acheta 3 glaces à un vendeur qui passait, pistache pour elle, chocolat pour Théo, et elle demanda à Antoine avant de commander ce qu'il nota parce qu'il n'aurait pas demandé. Il prit vanille. Ils mangèrent leurs glaces sur le banc dans le soleil d'avril, avec Paris autour d'eux qui bruissait de ses bruits ordinaires du dimanche, les patins à roues alignés, les voix des familles, le son lointain d'un musicien quelque part, vers le Trocadéro. Théo termina sa glace et posa la tête contre l'épaule d'Antoine, avec la désinvolture des enfants qui font les choses importantes, sans avoir l'air d'y accorder de l'importance. Antoine ne bougea pas. Ne fit pas de geste. Resta simplement là, sur ce banc, avec le soleil sur le visage et la tête de son fils contre son épaule. Camille les regardait de côté, sa glace à la pistache à moitié fondue dans la chaleur. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de dire quelque chose. Quelques semaines plus tard, un soir chez Antoine, ils préparaient à manger ensemble dans la cuisine du 7e. Camille coupait des légumes avec une compétence tranquille, pendant qu'Antoine s'occupait maladroitement d'une sauce dont il n'était pas sûr de la recette, et la radio jouait en fond une chanson ancienne que ni l'un ni l'autre n'aurait pu nommer. Une de ces mélodies qui appartiennent à tous les appartements parisiens sans appartenir à personne en particulier. « Ma mère veut vous rencontrer », dit Camille, sans lever les yeux de ses légumes. Antoine tourna la cuillère dans la casserole. « Ah !» Je lui ai dit que c'était à vous de décider si vous vouliez. Je veux. Elle leva les yeux. Il y avait dans son expression quelque chose d'inhabituel. Pas de l'émotion contenue, quelque chose de plus ouvert que ça, quelque chose qui ressemblait à ce que les gens qui n'ont pas l'habitude de se laisser voir ressemblent quand ils décident, pour une fois, de ne pas se cacher.
Elle va vous demander vos intentions, dit Camille. Je m'y préparerai. Elle est directe. J'ai remarqué que c'est une qualité familiale. Camille rit, un vrai rire, court et sincère, celui qu'elle avait quand quelque chose la prenait par surprise agréablement. Antoine l'entendit et pensa, pas pour la première fois, que c'était ce son-là, ce rire bref et involontaire, qui lui manquerait le plus si jamais il disparaissait de sa vie. Pas les analyses manuscrites, pas la précision professionnelle, pas même les silences confortables. Ce rire-là, qui n'arrivait qu'au moment vrai. Ils dînèrent dans la cuisine, pas dans la salle à manger, parce que Camille avait dit que la salle à manger était trop grande pour 2 personnes et qu'on mangeait mieux les coudes sur la table. Antoine avait mis 2 sets de table et un verre de Bourgogne chacun, et ils mangèrent les légumes et la sauce, dont la recette était approximative mais pas mauvaise, dans la lumière chaude de la cuisine, avec Paris dehors et la radio en fond. Pas de déclaration, pas de promesse, pas de résolution spectaculaire, juste 2 personnes qui avaient appris l'une de l'autre la façon d'être dans la même pièce sans avoir besoin que ça soit autre chose que ce que c'était. Ce fut Camille qui dit, en reposant son verre, avec cette façon directe et tranquille qu'elle avait de dire les choses importantes, comme si elles n'avaient pas besoin d'être dites autrement. Je ne sais pas encore ce que c'est, ce qu'on est, l'un pour l'autre. Mais je sais que ça a grandi, parce que ni l'un ni l'autre, on a couru pour le nommer. Antoine la regarda. La lumière de la cuisine était ordinaire, jaune, la lumière de toutes les cuisines du monde. Camille tenait son verre à 2 mains, les yeux posés sur lui avec cette honnêteté tranquille qui n'exigeait rien mais ne cédait rien non plus. « Ça me convient, » dit-il. Et ce fut ainsi, sans bague, sans discours, sans l'architecture du conte de fées que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais demandé, que quelque chose devint réel. Et là, dans cette cuisine du 7e arrondissement, les coudes sur une table ordinaire et 2 verres de Bourgogne entre eux, Antoine comprit que c'était ça, la richesse. Pas les 24 millions d'euros qui tournaient chaque année dans les bilans de la Delacroix Immobilier. Pas les appartements à vue panoramique, ni les costumes Brioni, ni les salles de réunion où l'on parlait de millions comme d'autres parlaient de centimes. C'était ça. Une femme qui coupait ses légumes avec précision et riait quand quelque chose était vraiment drôle. Une photo sauvegardée dans un dossier appelé C. Un enfant qui posait la tête sur une épaule sans y penser. Une glace à la pistache qui fondait sur un banc du Champ de Mars. C'était présence, c'était vérité, c'était choisir quelqu'un tous les jours, sans que ce choix ait besoin d'être annoncé pour être réel. Et ça, il ne l'aurait jamais appris dans une salle de conseil. Il l'avait appris dans un atelier de la rue du Faubourg Saint-Denis, avec une épingle entre des lèvres et une veste d'homme entre des mains habiles, le jour où une femme qu'il ne connaissait pas lui avait dit la vérité sans lui demander la permission.